Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors on va aller très vite parce qu'il y a une information qui est tombée il y a très peu de temps qui est non négligeable à savoir ou à noter. Il semblerait, suivant une enquête effectuée par, alors je crois c'est France Inter ou un autre organisme, mais apparemment c'est un organisme public, une enquête révélerait qu'il se pourrait qu'Éric Zemmour soit soutenu par Rothschild. Alors, évidemment, information à confirmer. Si jamais, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, Éric Zemmour se prononce donc en tant que candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'il est adoubé, il est soutenu. Sauf que l'ambiguïté de la chose, c'est que si c'est les Rothschild qui le soutiennent, c'est les mêmes qui ont fait rentrer Macron dans le petit jeu, dans la sphère, pour en faire un présidentiable. Alors là, j'ai envie de dire, si jamais ça se confirme, attention les yeux. Pourquoi? Tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a trois scénarios qui se dessinent. Le premier, Éric Zemmour va être le substitut possible à Marine Le Pen. Double emploi. Éric Zemmour va siphonner de l'électorat au Rassemblement national et va siphonner de l'électorat à droite. Ce qui veut dire que ça pourrait en effet mettre Éric Zemmour dans un peloton de tête. Et de fait, en effet, être un acteur non négligeable pour un nouvel affrontement entre Macron et Marine Le Pen, dans le cadre où évidemment Emmanuel Macron se présente. Deuxième scénario possible, Éric Zemmour serait le Macron 2.0. Ce qui n'est pas totalement idiot, dans le sens où Emmanuel Macron, en 5 ans de mandat, a essayé plus ou moins de suivre le plan, c'est-à-dire la destruction du pays, à différents niveaux. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Il manque un totalitarisme pour imposer des réformes que Macron n'a pas su, ou n'a pas pu, ou n'a pas eu le temps de faire. Ou voire n'a pas eu l'ambition de le faire. Le fait que Macron ait pissé plus haut que son... pété plus haut que son cul, pardon, en visant le leadership européen. Ce qui, évidemment, n'était pas sa priorité. Et d'ailleurs, on lui a fortement rappelé, à plusieurs reprises, ce principe, mais apparemment, monsieur aujourd'hui est en roue libre et fait un petit peu ce qu'il veut. Et donc la leçon que pourraient éventuellement trouver les Rothschild, c'est tout simplement de l'opposer à un challenger, un successeur. Mais évidemment, vous allez me dire, ah ouais, mais attendez, Zemmour, il n'est pas dans la ligne de Macron. Oui, Zemmour est un patriote. Oui, Zemmour, sur l'immigration, a des positions bien tranchées. Mais j'ai envie de dire, observez bien les interviews, observez bien les journalistes. Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux ne lui pose la question « Comment voulez-vous rétablir la nation, la souveraineté, en restant dans l'Union européenne ?» Vous remarquerez que les journalistes portent toujours les mêmes sujets, mais n'abordent pas le sujet de l'Europe. Est-ce que vous voulez rester dans l'Europe ou pas? Parce que, très sincèrement, il y a certaines de vos idées, vous ne pourrez pas les mettre en place, vous ne pourrez pas les appliquer si on reste dans l'Europe. Ça, c'est un truc qu'il va falloir observer avec Zemmour. Voir
quels sont les journalistes qui vont lui poser des questions sur l'Europe? Bon, évidemment, pour l'instant, il n'est pas prononcé. Mais une fois qu'il sera prononcé, dans la possibilité qu'il se prononce, voir comment les interviews vont être orientées. Est-ce qu'elles vont toujours rester dans le carquois de ses idées contre l'immigration, les musulmans, la France, la patrie, les prénoms et tout le tralala, et faire complètement obstruction, occulter complètement les sujets sur l'Europe? Et même dans la possibilité qu'il souhaite que Zemmour soit peut-être le Macron 2.0, c'est là qu'arrive le troisième scénario. C'est que finalement, aujourd'hui, il y a une urgence. Je rappelle, le grand reset a commencé. Ils ont commencé à mettre en place le grand reset. Évidemment, on ne le chante pas dans les médias. Et j'ai envie de dire, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait arriver si Zemmour et Le Pen étaient en finale? Parce que, en effet, il y a un quatrième scénario, c'est que finalement Zemmour remplace finalement Marine Le Pen du fait que toute la clique qu'il y a en coulisses commence à douter s'il n'y a pas un risque que Marine Le Pen, même si elle nous fait encore un coup de calgon pendant l'entre-deux-tours avec un débat complètement ubuesque, qu'elle puisse éventuellement être élue. Là, mon Dieu, au secours. Donc il vaut mieux peut-être essayer de mettre Zemmour qui attire encore plus les animosités et pourrait en effet servir l'intérêt de lutter contre les haines aussi. Mais imaginez que si Zemmour arrive au deuxième tour et si Zemmour est élu, là je pense que on signe un contrat pour une guerre civile. Parce que vous pensez bien que toute la gauche, tous les gauchistes, etc., ils ne vont pas en rester là. Ils vont mettre le feu au pays. Quoique, est-ce que les gens de gauche sont encore à même de pouvoir mettre le feu dans un pays? Pas sûr. Parce qu'à part les énergumènes, des antifas, les black blocs, etc., ceux-là, je peux vous dire une chose. Il suffit d'en éliminer 2-3 dans le lot, pour que très très vite leurs ambitions redescendent très très vite. Donc, pour terminer sur cette information, si en effet il est confirmé que les Rothschild sont prêts à soutenir Zemmour, j'ai envie de dire attention danger, parce que ça veut dire que derrière il y a une stratégie, laquelle je vous ai donné 3-4 scénarios. Mais c'est clair, net et précis, que Zemmour, dans la course à la présidentielle, c'est un moyen de disperser l'électorat, parce qu'en effet, il va siphonner de l'extrême droite et il va siphonner de la droite. Et peut-être d'autres aussi, allez savoir. Donc affaire à suivre, parce que je pense qu'à mon avis, là, ça devient passionnant. Deuxième info, on revient au scandale. Le scandale des sous-marins. On a vendu 12 sous-marins pour 50 milliards d'euros à l'Australie. Et paf, une petite coalition pour aider les Américains à renforcer leur position sur le Pacifique et surtout d'avoir une alliance très clairement à opposer aux volontés et ambitions d'expansion de la Chine. Et du coup, l'Australie annule son contrat avec la France. Alors évidemment, on a envie de se dire, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, on s'est fait enculer. Mais il y a une petite info qui est assez intéressante à savoir. Il se trouve que Macron et le président australien se sont rencontrés. Et le président australien a posé la question à Macron, alors, ah là, notre contrat, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans les temps? Oui, pas de problème, tout se passe bien, on est très content d'avoir fait affaire avec vous, etc. Or, il se trouve que le président australien savait déjà que le contrat allait partir à la poubelle. Pourquoi? Tout simplement parce que le président australien, alors je me doute, personnellement, je me doute que ce sont les Américains qui ont dû fournir les informations
à la présidence australienne, qu'en réalité, les Français, je crois, c'est Naval, je ne sais plus le nom de la société, en fait, ils sont déjà en retard. Ils sont déjà à la bourre. Tout simplement parce que le modèle de sous-marin qu'on a vendu aux Australiens, c'est un modèle préconçu, déjà construit, si vous voulez, qui est un modèle normalement nucléaire. Or, l'Australie a signé des chartes comme quoi il est hors de question désormais qu'elle se mette au nucléaire. Donc il a fallu négocier de telle manière à ce que ces sous-marins soient redessinés pour être à propulsion conventionnelle. Sauf qu'évidemment, c'est plus compliqué. Et du coup, je pense que le gouvernement australien a dû comprendre que les sous-marins, ils ne les auront pas en temps et en heure. Et du coup, les Américains sont arrivés et disent, si vous voulez, nous, pas de problème, nous, on vous fait un truc clé en main, dans les délais. Et du coup, par contre, c'est là qui est formidable, c'est que ça sera bien des sous-marins nucléaires. Alors évidemment, la réaction, en représailles, il n'y aura pas de festivités pour fêter les 140 ans d'une bataille, de la bataille de Chesapeake, je crois. Les Américains, on va les priver de champagne et de petits fours. Et on a rappelé les ambassadeurs, principaux ambassadeurs aux États-Unis, pour consultation. Qu'est-ce que vous voulez que la France fasse ? Comme je vous l'ai dit, ça sera comme d'habitude, ça sera comme le coup avec la NSA, ça fera comme le coup qu'il y avait déjà eu avec Hollande et Renault, comme très longtemps le coup avec la centrale nucléaire en Irak. Mais c'est pareil. On s'écrasera, on tassera l'affaire. Sauf que j'ai envie de dire, mais et vous voulez faire un nouvel accord de libre-échange avec Washington ? J'ai envie de dire, baissez votre froc tout de suite, ça ira plus vite. Et enfin, troisième info, on a eu l'élection primaire, premier tour, des écologistes. Pas de surprise, Jadot est arrivé en tête. Par contre, Rousseau est arrivé second. Mais alors là où je m'inquiète quand même pour la crédibilité des écologistes, il faut savoir que la primaire s'est déroulée avec seulement 106 000 personnes inscrites. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais au toute comparaison, regardez les manifestations, 114 000, 120 000 personnes dans les rues, les médias essaient de minimiser tout, vous êtes en train de faire pareil, etc. Non, je ne fais pas pareil, parce que ça n'a strictement rien à voir. Des manifestants dans la rue, quand ils sont 114 000, on peut estimer qu'ils représentent 1 pour peut-être 2, 3, 4, 5, 6, qui pensent la même chose, qui sont dans le même état d'esprit. Là, on parle d'une primaire. Une primaire qui, pour affirmer un candidat pour se lancer au nom d'un parti à la présidentielle, qui a au moins une crédibilité, qui a au moins un grand nombre de gens qui participent, un grand nombre de gens qui soutiennent, un grand nombre de gens qui suivent le mouvement. Or là, 106 000 personnes, je sais pas, moi, pour une primaire, ça fait au moins 1 million, quoi. Moi, 1 million, ça va, c'est honorable. Ça peut être représentatif. Mais 106 000, surtout en plus, c'est le premier parti écologiste de France. C'est pas le petit parti écologiste, indépendant, non, c'est quand même Europe Écologie Les Verts. Et en plus, ils se permettent de faire 2 tours. Oui, c'est ça, on est dans le processus de déliquescence du paysage politique français. C'est-à-dire la désaffection, le désintérêt d'une grande partie des Français vis-à-vis de la politique. Donc voilà. Donc vous allez avoir un candidat écolo qui a été élu pour une primaire par 106 000 personnes. C'est catastrophique. Autre info et non des moindres, parce que celle-là elle est quand même assez inquiétante,
elle est révélatrice. Depuis quelque temps, vous avez un certain nombre de youtubeurs français, parce que ça concerne actuellement beaucoup plus YouTube, qui sont en train de faire des vidéos où ils expliquent un problème fondamental. Ce problème fondamental, c'est que de plus en plus, un certain nombre de leurs vidéos sont strikées. Striker, ça veut dire contrer, c'est-à-dire que YouTube décide de ne pas monétiser leurs vidéos parce qu'il y a un défaut de copyright, essentiellement musical. Or, il faut savoir que tous les youtubeurs français qui, je dirais, sont de notoriété publique, ont une bonne devanture promotionnelle, une bonne présence dans la sphère du YouTube, sont des gens qui sont parfaitement au courant, qui ne peuvent pas n'importe comment utiliser leur musique. Donc ils vont dans des sites spécialisés, alors des sites où vous payez alors, soit 20 € par mois ou 1000 € par an, un truc comme ça, et vous avez un panel de choix de musique libre de droit. C'est-à-dire c'est des musiques que vous pouvez utiliser, sur lesquelles il n'y a pas de risque qu'on risque de vous striker ou qu'il y ait un problème de copyright, puisque vous achetez le droit d'utiliser cette musique. Sauf que, de plus en plus, les youtubeurs se font striker des vidéos parce qu'il y a des réclamations qui sont faites sur ces musiques. Alors vous allez me dire, mais normalement ça ne devrait pas, puisqu'ils ont la possibilité de prouver qu'ils sont propriétaires, ou tout le moins ils ont les droits d'utiliser ces musiques. Mais en réalité, le problème, c'est que lorsqu'ils déposent réclamation sur la réclamation qui a été faite sur leur vidéo, eh bien malheureusement YouTube ne répond quasiment jamais. C'est même pire, c'est qu'ils ont parfois la possibilité de savoir d'où viennent les réclamations. Et en fait, ils ont de multiples réclamations. Et en réalité, eh bien, les youtubeurs sont en train de se rendre compte qu'il y a une sorte d'arnaque à YouTube. C'est-à-dire que comme YouTube est un site tellement mondial qu'il fonctionne avec des algorithmes et qu'ils n'ont absolument pas les moyens humains de vérifier chaque cas particulier, eh bien malheureusement, vous en avez certains qui déposent des plaintes de copyright sur des musiques. Or, en réalité, ils n'ont aucun droit sur ces musiques. C'est-à-dire qu'ils jouent sur le fait que sur le nombre de gens qu'ils vont attaquer, il y a de fortes chances que 80 ou 70% des réclamations, YouTube ne les traitera pas. Et prendra par défaut, considérera par défaut, par sécurité, qu'il y a un défaut de droit. Et votre vidéo va être strikée. Alors ça veut dire que votre vidéo, vous pouvez la jouer, vous pouvez la diffuser, elle est visible, mais le problème c'est que quand vous avez un modèle économique qui dépend de la monétisation de vos vidéos, si au fur et à mesure vous avez de plus en plus de vidéos qui sont démonétisées, ça fait de moins en moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et ça c'est un phénomène qui commence à inquiéter, parce que si YouTube n'est plus capable à un moment donné de détecter un ayant droit d'une arnaque, je pense qu'à mon avis, le modèle économique de YouTube risque de poser un gros souci. Pas seulement à des youtubeurs français, mais aussi à des youtubeurs en général, même aux États-Unis. Et il se trouve, comme par hasard, qu'un grand nombre d'organismes qui déposent plainte contre les vidéos, donc contre ces youtubeurs, sont des organismes qui viennent de Chine. Je suis bien content de ne pas être monétisé, parce que moi, au moins, je passe sous les radars. Et enfin, pour terminer, comme vous le savez, vous avez ce publicitaire, dont son nom m'échappe, c'est Tapiro, Patiro, je ne sais plus, qui avait lancé il y a quelques semaines une manifestation le 19 septembre, donc aujourd'hui, qui devait rassembler des Français qui étaient pour le pass sanitaire. C'était pour lui une façon de répondre à l'hégémonie des manifestations tous les samedis, des anti-vax, anti-pass, même s'il y a des gens vaccinés qui manifestent, et qui sont en généralité, contre le pass sanitaire. Mais non, vous devez garder à l'esprit que ce sont les anti-vax. Va des rétro, Satanas. Et donc, il voulait faire la démonstration qu'il y avait autant de Français qui pouvaient mobiliser autant de Français, ou tout du moins à Paris, pour le pass vaccinal. Nous allons lancer un grand rassemblement citoyen le 19 septembre prochain, dimanche 19 septembre prochain,
Pourquoi? Pour le bien commun. Et pour montrer qu'il y a des gens dans ce pays, pas 230 000 personnes anti-vax, ça c'est... Tous les projecteurs pour contre-attaquer par rapport à ce mouvement. Bien sûr, il y a des millions de gens, citoyens, pour qui le bien commun a du sens, pour qui l'autre a du sens, pour qui se protéger l'autre a du sens. Donc on fait un appel citoyen pour que ce rassemblement de la place du Trocadéro, on est en train d'organiser ça. C'est 19 septembre, place du Trocadéro. 19 septembre, dimanche 19 septembre. Sauf que malheureusement, les vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux montrent qu'en fait, c'est un bide total. Alors je vous rappelle le hashtag Festival Citoyen pour reposter vos vidéos, vos photos, pour nous retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Il arrive à représenter, comme en Allemagne, plus de 50% si possible de nos concitoyens. Je ne vais pas faire un live assez long parce que ça ne sert pas la peine. Simplement pour vous montrer que dans ces rassemblements-là, il n'y a personne. Mais en tout cas, s'ils veulent nous faire croire qu'il y a des gens, qu'il y a plus de gens pro-vaccin, pro-pass sanitaire, c'est de n'importe quoi. On aura des gilets jaunes dans la rue, on aura des manifestations qui en plus sont de plus en plus violentes. Il n'y a personne. Ou il y a 3 pleu-pleu et 2 tondus. Évidemment, de loin, on entend « oui, mais parce que c'est des gens qui ont filmé très tôt le matin, donc il n'y avait personne, etc. » Non, non. Il y a des photos, des vidéos qui traînent, où ça a été pris à différentes périodes de la journée. Vous pouvez même vérifier, contrôler le niveau du soleil. Hein. C'est un échec total. Mais on va dire que, oui, mais non, c'est parce que comme c'est fin septembre, les gens profitent encore des beaux jours, donc ils sont partis en week-end. Peut-être que l'erreur qu'on a fait, c'est de faire ça le dimanche, plutôt le samedi. Donc on va en refaire une autre, le samedi, vous verrez, là par contre ça va marcher et tout. C'est ça le problème de vivre dans le déni finalement. On réussit à se convaincre qu'on peut faire quelque chose en opposition ou pour contrecarrer une tendance. Sauf que, je ne sais pas, soit il y a un problème de communication, ou soit peut-être que il n'y a pas autant de Français qui sont pro-pass sanitaire. Il faut se poser la question. Sauf qu'évidemment, vu que là, vous avez apparemment une baisse des contaminations, attendez-vous que l'histoire n'est pas terminée, puisqu'ici aux États-Unis, je rappelle qu'il y a je crois une semaine ou deux, je vous avais informé que Google avait prévu de faire revenir ses salariés à son QG en Californie, sauf qu'ils ont repoussé la date mi-octobre, soi-disant pour dire on veut accepter les gens dans de meilleures conditions. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient faire revenir un certain nombre de leurs salariés qui, en réalité, sont en train de repousser la date butoir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, ils viennent de comprendre, ils viennent de se rendre compte que la plupart des contaminations qui ont été faites par le Delta l'ont été faites en milieu d'entreprise. Et oui. Alors en plus, comme il y a le MU qui inquiète, les autorités américaines sont sur le cul assis entre deux chaises, on peut le dire. C'est entre donner l'illusion que la situation est sous contrôle et qu'on peut commencer à remettre en marche des modèles économiques d'entreprise, faire revenir les salariés, etc. Je vous rappelle, sous la pression évidemment, pour la plupart des lobbies immobiliers qui voient leurs bureaux se vider et voir des entreprises se barrer, parce que les entreprises n'ont plus autant besoin de surface parce que leurs salariés bossent chez eux. Et de l'autre côté, le problème c'est que oui, travailler en entreprise, ça peut créer un cluster. Alors comme en France, on se doute bien que le pass sanitaire va certainement être prolongé jusqu'au fin décembre, même si là vous avez actuellement de la surenchère sur des possibles allègements que Emmanuel Macron a annoncé, etc. Sauf qu'il n'a rien dit sur le pass sanitaire. Véran, apparemment, aurait dit oui, peut-être sur le pass sanitaire, il y aura peut-être quelques petits allègements, etc. Mais il n'a pas dit qu'il allait le retirer.
Donc quand je vous dis de toute façon, on en a jusqu'à 2022-2023. Tenez, même sur, je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est sur CNews, vous avez une intervenante dans l'émission de chez Pro qui pourtant était une intervenante assez consensuelle, assez complaisante, et qui a dit que oui, les gens qui disent que le vaccin est en phase expérimentale ont raison. Le Pfizer, le Moderna, le Janssen, même l'AstraZeneca, étaient et sont toujours en phase expérimentale. Alors, bien sûr que les choses soient claires. Aux États-Unis, le Pfizer a réussi à obtenir une homologation temporaire. On peut s'attendre à ce qu'en Europe, il y ait une homologation également temporaire qui tombe d'ici avant la fin de l'année. Mais ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Ils ne vont pas lâcher le morceau. Il y a trop d'enjeux, il y a trop de responsabilités, il y a eu trop d'incohérences, il y a eu trop de mensonges, de trahisons. Je vous l'ai dit, hein, l'affaire Buzyn, ne comptez pas dessus. Elle va être vite fait torchée, elle sera relaxée, puis un point c'est tout. Donc tout ça pour vous dire que les choses s'accélèrent. Faites très attention parce qu'il y a de plus en plus de chiffons rouges qu'on agite pour occuper la plèbe, et que derrière, en coulisses, il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place, et qui ne sont pas bonnes du tout. Je vous rappelle pour la petite information que la plus vieille banque du monde, italienne, la Montespaci, qui a failli déjà faire faillite il y a quelques années, mais qui avait été sauvée in extremis, eh bien là non, elle ne va pas être sauvée, elle va couler. Je vous rappelle qu'il y a actuellement un certain nombre de banques en Angleterre et aux États-Unis qui sont dans la merde. Et je vous rappelle qu'actuellement, les yeux sont tournés vers un des plus gros investisseurs chinois qui est en faillite. Et on attend cette semaine de savoir est-ce que Xi Jinping va nationaliser la société pour éviter l'effet domino. C'est pas bon. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.